Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. L'action Kering a bien dévissé cette année 2023 à moins 18%. Et si on prend les dividendes sur l'année, on est à moins 16,5%. Donc voilà, là c'est pas terrible pour Kering. Et ça s'explique bien sûr ce ralentissement des valeurs cycliques, des ventes qui chutent avec moins de ventes, moins d'affluence aussi en magasin et sur le web. Bien sûr, on va regarder ça de près ensemble et surtout, je vais te livrer pourquoi je vois du potentiel sur l'action Kering. Si on dézoome à plus long terme, Kering, c'est un facteur multiplicatif de fois 21 et bien sûr beaucoup plus avec dividendes réinvestis. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, abonne-toi. Alors Kering, c'est 47 milliards de capitalisation au CAC 40 bien sûr, un géant du luxe à l'échelle mondiale avec des clients bien diversifiés, 33% en Asie, 27% en Amérique du Nord, 27% en Europe de l'Ouest. Alors, souvent on associe Kering à la marque Gucci. Alors certes, c'est sa maison numéro 1, si on veut en termes de chiffre d'affaires, c'est indéniable, mais c'est loin d'être la seule à faire du chiffre. Donc voilà, Gucci aujourd'hui, ça génère 10 milliards en 12 mois. C'est un chiffre d'affaires qui est quand même bien diversifié sur différentes régions, qui génère aussi 3 milliards de bénéfices. Donc oui, elle mérite bien le titre de la marque numéro 1 de Kering, qui fait même presque plus de 50% de son chiffre. Kering a aussi sa marque numéro 2, sa maison, tu la connais bien, c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, ça génère près d'un tiers de ce que fait Gucci, en gros 3,3 milliards sur 12 mois, avec 1 milliard de résultats. Donc une marge opérationnelle similaire ici, pour cette marque qui est aussi internationale, qui s'arrache chez les plus aisés demandeurs de Saint-Laurent, que ce soit en Chine, aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest. Après, on a Bottega Veneta, la marque numéro 3 de Kering, qui réalise quand même la moitié du chiffre de Saint-Laurent sur 12 mois, 1,7 milliard. Et enfin, son ensemble de marques et maisons a bon potentiel de croissance. On fait un petit groupe là avec Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, etc. Et si on les regroupe toutes, on arrive quand même à générer à peu près le tiers du chiffre d'affaires de Gucci, ici avec 3,8 milliards sur 12 mois pour toutes ces autres marques de Kering. Donc oui, il n'y a pas que Gucci, mais disons voilà, Gucci et Saint-Laurent, ce sont les deux machines à cash de Kering. Elles sont vraiment au-dessus des autres ici. C'est là qu'on va regarder de plus près. On va porter une attention particulière dans notre analyse pour déterminer ce qu'on peut anticiper sur l'action Kering. Alors maintenant, je vais prendre sa dernière publication de résultats, ce troisième trimestre 2023. Là, on observe très clairement que les clients sont moins présents en magasin, qu'ils achètent moins tout simplement, surtout aux USA, avec une baisse de 13% reportée. On arrive à un troisième trimestre qui génère 4,4 milliards pour Kering. Donc quand même 50% en 2,2 milliards rien que pour Gucci. Et attention, si on décompose ce ralentissement, on voit qu'il y a quand même un impact assez fort de la devise. Donc le taux de change, ce qui est comparable du coup hors variation, il faut le prendre en compte. Donc voilà, le taux de change a un impact défavorable de 6%, donc moins 6% pour Kering. Aujourd'hui, la baisse, elle serait que de 7%, parce qu'en fait, elle réalise moins 9 sur le comparable et plus 2% grâce à l'augmentation de ses périmètres avec ses acquisitions. Donc oui, on est dans un moment qu'on peut appeler une renormalisation de la croissance du luxe, avec beaucoup de titres, LVMH entre autres, qui redeviennent plus attractifs, mais aussi Kering, suite à la fin un peu de cette anticipation d'une super croissance du luxe. La question centrale ici, c'est comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur dans un esprit pragmatique. Là, ce qu'on voit, c'est que le top management de Kering, donc la direction, si tu veux, allait aller lever 3,8 milliards sur le marché obligataire. C'est quand même une période de taux élevés. Kering ici montre qu'elle est capable d'aller chercher du financement pour continuer à croître, à faire des acquisitions. Sachant que dans ce type de période, les entreprises, en fait, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'aller chercher ce type de financement. Ça coûterait trop cher, plus de 10%, plus 12%. Donc c'est difficile d'être rentable quand tu t'endettes à 10%. Il faudrait générer 20 avec. Voilà, donc la plupart des entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire plutôt celles en tout cas qui ont du mal à générer de fortes rentabilités, elles coupent les robinets. Voilà, Kering non, parce qu'elle a une capacité quand même à générer de la croissance, donc elle va aller chercher de l'argent avec des taux plus élevés. Et ici, Kering utilise une partie de ce financement pour acquérir une nouvelle marque. Elle le fait régulièrement, elle le fait de façon récurrente, Creed. Voilà, elle commence du coup à intégrer
son chiffre d'affaires dans ses résultats pour le 1er novembre, donc voilà, le 4e trimestre de l'année, c'est encore une fois ici une source de croissance externe anticipable supplémentaire pour Kering. Donc Creed, c'est une nouvelle maison, ça c'est bien. Ce qu'on va plutôt regarder là, c'est Gucci et Saint Laurent parce que en anticipation, c'est ce qui va expliquer le plus le chiffre et aussi les bénéfices derrière en fonction de leur marge de Kering. Là, pour Gucci, il y a quand même un changement de leadership. Et ça, quand il y a une personne qui dirigeait cette maison depuis plus de 15 ans, il faut quand même regarder un peu c'est quoi son plan, pourquoi ça change, c'est quoi les mesures qu'ils vont prendre, etc. Donc là, on a un pilotage qui sera plus resserré, plus adapté à cette période de ralentissement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils communiquent dessus. Quand on regarde un peu l'historique, le palmarès de ce cercle de personnes qui rentrent, ça paraît cohérent. Donc là, potentiellement, un pilotage qui serait plus ciblé pour Gucci, notamment sur une certaine catégorie d'articles de luxe que vend Gucci, qui sont les sacs à main et les vestes de voyage on voit qu'elles résistent bien et ça devrait continuer. Il y aura une stratégie de recentrage aussi là-dessus. Après, quand on regarde les axes principaux définis par le nouveau directeur créatif, ils vont vers plus d'exclusivité. Ça, on sait que ça marche plutôt bien chez des concurrents, donc c'est bien que Gucci aille plus là-dessus pour renouveler un peu sur ses clients plus riches, parce qu'ils ont déjà, quand tu as déjà vendu à des clients, c'est beaucoup plus simple de leur revendre à nouveau. Donc ils vont aller plus chercher du volume d'affaires là-dessus. Aussi monter en qualité de façon continue, c'est ce qu'ils ont fait par le passé. Là, ils vont refaire potentiellement des investissements sur des best-sellers. D'aller chercher tout simplement un nouveau sommet en termes de qualité pour faire revenir aussi des clients, avec le tout avec une efficience financière également pour conserver des bonnes marges. Sur Saint-Laurent, on a un raisonnement à peu près équivalent. Sur la division cuir, qui se montre un peu plus résiliente, ils ont un objectif aussi de continuer à monter en gamme et en marge dessus. Voilà. Donc c'est quand même assez difficile d'estimer combien de trimestres ils seront dans le rouge là sur les États-Unis et sur l'Europe. Il y a quand même des ralentissements assez clairs. Après, ça va pas durer éternellement. D'après mes estimations, moi, je partirai sur une reprise Q2 2024 qui serait plutôt guidée par la forte croissance du Japon, potentiellement une petite reprise aux US. Et quand je dis les US, bien sûr, c'est la partie aisée des US, qui historiquement, moi quand je regarde les dernières crises et baisses, en tout cas baisse de demande passées, je vois que la classe sociale la plus aisée a un comportement qui est un peu en amont, de reprise qui est un peu en amont que le reste de la population. Et notamment aux États-Unis, ça se voit ces dernières décennies. Donc voilà, je m'attends que le luxe remontera plus vite et parfois beaucoup plus tôt que la moyenne. Donc surtout qu'aux États-Unis, là, on a une tendance à moins 18 de consommation sur ces maisons du luxe. Donc il y a aussi un potentiel qui est plus grand. Bref, ici les résultats ont fait peur aux actionnaires. C'est sûr, quand tu vois ça, quand tu baisses tes objectifs, c'est sûr que ça fait peur. On a une baisse importante en termes de prix de son action. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder en termes de valorisation. Donc, je prends sa capitalisation totale sur ses bénéfices nets, que j'anticipe avec mes hypothèses pour la fin de l'année 2023, voire début 2024. Moi, ici, je me place en anticipation, disons février 2024. C'est assez pratique de prendre février, vu que Kering publiera ses résultats annuels le 8 février. Du coup, on aura les données. Donc là, j'anticipe sur les données qui ne sont pas encore publiées. Donc ici, pour Kering, moi, je vois un PE ratio qui est aujourd'hui à 14,2 et qui passera à 12,8. Donc voilà, un facteur de 12 à 13, un PE ratio qui nous indique quand même une valeur qui est attractive pour du luxe, qu'on peut quand même qualifier ici en solde. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'elle est en solde cette valeur, c'est dans ces périodes de doute sur ses revenus, sur ses bénéfices, qu'on peut arriver à détecter si et quand ça remontera. Et du coup, potentiellement, ceux qui peuvent placer du cash sur des valeurs de ce type en anticipation, ça peut être une bonne opportunité. Voilà, après il faut voir aussi ce qu'il y a ailleurs, ça dépend du portefeuille. Mais là, pour Kering, sur le long terme, d'après ce qu'a montré le management déjà et les plans qu'ils annoncent, je pense qu'on est plutôt dans la continuité long terme de Kering. Donc voilà, Kering a quand même démontré dans des situations bien plus difficiles sa capacité à générer des bons résultats dans le passé, notamment sur ses bénéfices en termes de croissance de ceux-ci. Donc ici, c'est un pari, ça peut être un peu cavalier parce qu'on ne sait pas si on est arrivé à la fin de la baisse, potentiellement c'est pas la fin de la baisse. Donc voilà, prendre le risque de charger Kering sur les 400 €, pour moi, c'est pas du tout incohérent. C'est plutôt une opportunité d'acheter sur le long terme, à mon sens, pour cette action. Et mon argument central, c'est que ce ralentissement sur le luxe, il ne va pas durer. Ça va être compliqué à timer, voilà, peut-être Q2 2024,
Mais pour moi, c'est temporaire pour un mastodonte comme Kering. C'est ma conviction personnelle. Donc voilà, je vais suivre de près les indicateurs leaders en amont, hein, du coup, des marques clés de Kering. Donc bref, mon avis personnel il est aussi positif sur le court terme, hein, pour l'action Kering. Disons pour le premier semestre 2024, moi je verrai Kering revenir en termes d'objectif de prix cible, là, si je dois te donner une estimation, autour de 450 euros. Ce qui ferait quand même plus de 10% par rapport au cours d'aujourd'hui. Bien sûr, cette perspective court terme, elle ne suffira pas à absorber son niveau de risque court terme qui est aussi à 27%. Donc il va falloir voir aussi pour un investissement plus long terme. Alors oui, sur une reprise forte de sa croissance qui peut aussi arriver à l'image de 2021, début 2022, l'action elle pourrait rebondir très rapidement, hein. Plus 50%, ça serait possible. Mais aujourd'hui, ça serait une surprise. Ça serait aller retrouver les 600 euros sur des résultats qui repartiraient. Moi, il faudrait que je vois beaucoup plus de confirmation dans ces chiffres, dans ces indicateurs leaders. Là, on ne voit pas du tout dans ces résultats et c'est pas ce qu'anticipe le management. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Moi, je vois un horizon à 600 euros plutôt d'ici 3 à 4 ans. 600 euros l'action. Disons juillet 2027. Ce qui ferait une performance anticipée quand même moyenne, hein, par an de 13%. C'est pas rien. Pour une entreprise du luxe, ça paraît cohérent. Voilà, à partir du moment, bien sûr, où sa reprise est enclenchée, voilà, à mon avis personnel. J'espère que tu as apprécié l'analyse, hein. Clique sur le petit like, ça fait plaisir, et n'hésite pas à me suggérer des noms d'actions aussi, hein, que tu souhaiterais que j'analyse dans les commentaires. Alors maintenant, si tu veux découvrir mon outil en ligne gratuit pour comparer les frais et les spreads de ta banque, de ton courtier, selon le volume de transactions que tu passes. Cet outil, il est en ligne, il est gratuit, il est disponible sur guistorm.com. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.